Merci beaucoup, Madame Gougain. Je souhaite la bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui de la variabilité glycémique. Je pense que c'est quelque chose, c'est un nouveau concept qui a bouleversé justement le tournant évolutif dans la prise en charge du patient diabétique aujourd'hui. On va parler de la variabilité glycémique. Oui, on a fêté le mois passé, le 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Et il faut qu'on parle du diabète aujourd'hui et demain. Pourquoi? Parce que tout le monde entier connaît une explosion épidémique du diabète. Il y a une très grande augmentation de la fréquence du diabète qui touche tous les continents. C'est une maladie aussi qui est grave parce qu'elle augmente la morbimortalité cardiovasculaire et elle est à l'origine de beaucoup d'handicaps suite aux complications dégénératives du diabète. Voilà, la FDA en 2021 a comptabilisé plus de 500 millions de patients diabétiques à travers le monde et en 2040, on s'attend à plus, pratiquement plus de 600 millions de patients diabétiques à travers le monde. Et pour la plus grande part, c'est des patients diabétiques de type 2. C'est vrai que cette progression, elle est partout dans le monde, mais il se trouve qu'elle est inégale d'un pays à l'autre. Si on compare la région du MENA sur cette slide, l'Algérie, elle fait partie de la région du MENA. Si on la compare par rapport à la région européenne, on voit bien que la progression, elle est 4 fois plus rapide au niveau de la région du MENA par rapport au continent européen. Donc, ça sous-entend qu'on va être plus touché que les pays développés. On remarque aussi que la population diabétique dans les pays en voie de développement, c'est une population qui est plus jeune que dans les pays développés. Donc, on s'attend à avoir beaucoup de complications chez des sujets qui sont encore jeunes si on ne traite pas convenablement le diabète. Qu'en est-il de l'état d'équilibre du diabète de type 2 à travers le monde? Donc, on voit très très bien que partout dans le monde, on n'arrive pas à équilibrer vraiment nos patients. Il y a un mauvais contrôle qui est partout et qui demeure toujours un problème qui est mondial et qui n'est pas propre à l'Algérie. Or, on sait très très bien que plus le taux d'hémoglobine glyquée est augmenté, plus le taux de mortalité est augmenté. C'est pour ça qu'il faut absolument diminuer le taux d'hémoglobine glyquée. Quand on corrige l'hyperglycémie, on met à l'abri le patient diabétique des complications aiguës et aussi on le met à l'abri des complications à long terme, les complications surtout micro et macrovasculaires. Attention, le diabète, c'est une maladie qui tue. C'est un tueur silencieux. Il tue plus que les principales maladies transmissibles. Il tue plus que le sida, plus que la tuberculose et plus que le paludisme. Les complications actuellement sur le plan physiopathologique liées au diabète sont directement en lien avec trois grands mécanismes. Il y a la glycation importante et accélérée des protéines, il y a l'installation du stress oxydatif et le dysfonctionnement endothélial. Donc, qui dit dysfonctionnement endothélial, donc c'est des lésions, installation des lésions vasculaires et donc c'est le lit des complications et des atteintes des organes nobles. Ces trois mécanismes sont activés par trois composantes majeures qui sont à l'origine du déséquilibre glycémique. Qu'est-ce qui fait que le diabète est déséquilibré? D'abord, l'hyperglycémie à jeun chronique, les hyperglycémies postprandiales et surtout aussi les variations glycémiques. Ce sont ces excursions glycémiques que le patient peut faire durant la journée, des hyperglycémies et d'hypoglycémie. Donc, c'est ça ce qui définit ce nouveau concept de variabilité glycémique. Donc, ce sont les trois points les plus importants qui sont à l'origine des lésions objectivées au cours du diabète. La glycémie,
chronique à jeun, l'hyperglycémie postprandiale et cette variabilité glycémique. Donc, on comprend bien quels sont les paramètres sur lesquels il faut intervenir pour avoir un meilleur équilibre glycémique. Donc, justement, cette variabilité glycémique, ce sont ces fameuses fluctuations d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Actuellement, elle fait partie intégrante de l'homéostasie du glucose. Donc, c'est ça qui est à l'origine de complications aussi micro et macrovasculaires. Voilà, on voit bien sur ce tracé d'autocontrôle glycémique, c'est vrai que c'est un enregistrement de CGM, c'est-à-dire enregistrer la glycémie en continu sur 24 heures. Donc, on peut apercevoir, on va parler par la suite, donc on voit très très bien la fluctuation de la glycémie chez le sujet. Donc, il y a des moments où il fait des hypoglycémies et il y a des moments où il fait des hyperglycémies. Donc, c'est ça la variabilité glycémique. Et cette variabilité, non seulement elle est objectivée durant la même journée, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des hypos et des hyper plusieurs fois durant la journée, mais vous voyez très très bien que le profil, il diffère d'une journée à une autre. Donc, c'est ce qui définit la variabilité interjournalière. Donc, dans la même journée, c'est la variabilité intrajournalière et d'une journée à l'autre aussi, on peut présenter des profils qui sont complètement différents et on parlera ailleurs de variabilité interjournalière. Donc, on voit très très bien qu'on a deux profils de patients qui ont le même taux d'hémoglobine glyquée, 7%, mais on voit très très bien que le patient en bleu, c'est un patient qui n'a pas de variabilité glycémique. Par contre, l'autre patient qui est aux objectifs, il est aux cibles glycémiques attendues, mais il a un très mauvais profil. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de variabilité glycémique. C'est ça la différence. On peut avoir un taux d'hémoglobine glyquée correct, mais une variabilité glycémique qui est importante et c'est très mauvais pour l'avenir du patient diabétique. Donc tout à l'heure, on a vu les mécanismes sur lesquels se base le déséquilibre glycémique. Il y a la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale et la variabilité glycémique. La glycémie, le déséquilibre de la glycémie à jeun est très prédictif de mortalité. Plus on a un patient qui fait beaucoup d'hyperglycémie à jeun le matin, et plus c'est un facteur prédictif de mortalité. Il faut faire très attention. Voilà, le coefficient de variabilité par la suite, il est plus prédictif de mortalité cardiovasculaire que la moyenne de la glycémie à jeun. Donc vous voyez, il y a une évolution. Mais on sait très bien que non seulement la glycémie à jeun est prédictive, mais maintenant on a aussi ce nouveau paramètre qui est la variabilité glycémique. Plus il y a de la variabilité glycémique, on parle de coefficient de variation, vous allez voir, il y a des techniques pour mesurer justement de façon objective cette variabilité glycémique. Donc, plus la variabilité glycémique est importante et plus la mortalité cardiovasculaire est beaucoup plus importante. Cela a été démontré par plusieurs études. Là, j'ai pris les deux études phares. Il y a l'étude Advance qui a démontré que la cohérence d'un contrôle glycémique était très, très importante pour réduire le risque d'événements tant macrovasculaires que microvasculaires. Devote a aussi démontré qu'une plus grande variabilité glycémique à jeun au jour le jour était associée à un risque accru d'hypoglycémie, mais aussi de mortalité toutes causes confondues. Donc vous voyez, cette variabilité glycémique est à l'origine de beaucoup d'événements hypoglycémiants et elle est à l'origine aussi d'une augmentation de la mortalité, non seulement cardiovasculaire, mais toutes causes confondues chez le patient diabétique. Donc voilà, sur cette slide, on résume ce qu'on vient de dire. Donc les trois paramètres principaux sur lesquels se pose le déséquilibre glycémique, ce sont la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale et cette variabilité glycémique. Tout cela va entraîner un état d'hyperglycémie chronique
Et qui dit hyperglycémie chronique, il y aura un excès de glycation des protéines, il y aura une activation du stress oxydatif. Qui dit stress oxydatif, donc phénomène inflammatoire, libération de cytokines pro-inflammatoires et altération endothéliale. Donc, qui dit altération endothéliale, donc lésion vasculaire, et c'est ça ce qui fait le lit des complications vasculaires du diabète. Bien sûr, la variabilité glycémique est aussi à l'origine de l'activation du stress oxydatif, des phénomènes inflammatoires et aussi des lésions vasculaires. Donc, est-ce qu'on se demande donc actuellement, est-ce que l'hémoglobine glyquée reste-t-elle adéquate pour guider nos décisions dans la gestion du diabète? Parce que le monde a changé et même la prise en charge du diabète a complètement changé. Pourquoi? On peut avoir, pourquoi on se demande toujours cette question? Voilà, parce qu'on peut avoir deux patients avec un taux d'hémoglobine glyquée qui est le même, mais si on compare la variabilité glycémique, on voit très très bien que ce patient a un profil qui est complètement différent de ce patient et il est exposé à un taux de complication qui est différent par rapport à ce patient qui a le même taux d'hémoglobine glyquée, mais qui a une variabilité glycémique qui est complètement différentes. C'est vrai que l'hémoglobine glyquée est un outil qu'on a utilisé et qu'on utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a eu beaucoup d'avantages pour évaluer l'équilibre glycémique. C'est un outil qui se mesure de façon très facile. C'est un facteur aussi, c'est un paramètre qui peut nous aiguiller par rapport aux complications euh, cardiovasculaires et il peut nous aider toujours à la décision thérapeutique. Or, cette hémoglobine glyquée a beaucoup de limites. L'hémoglobine glyquée ne nous renseigne pas par rapport aux événements hypoglycémiques que le patient présente. On n'a aucune information par rapport aux événements hypoglycémiques. L'hémoglobine glyquée n'est qu'une moyenne. Elle ne traduit en aucun cas la variabilité glycémique. C'est la moyenne glycémique sur les 3 mois. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent présenter des biais analytiques par rapport au dosage de l'hémoglobine glyquée. C'est de l'hémoglobine, c'est-à-dire ça va être très difficile de l'interpréter chez des patients qui ont des problèmes d'anémie, d'insuffisance rénale. Qui dit insuffisance rénale, ils ont des problèmes d'anémie. La femme enceinte, quand il y a une intoxication éthylique, il y a un problème de dyslipidémie, ça va être très difficile d'interpréter le taux d'hémoglobine glyquée chez ces patients. D'accord? Donc, ça a beaucoup de limites, l'hémoglobine glyquée. Toujours, c'est cette image qui revient, avoir le même taux d'hémoglobine glyquée, mais avec un profil différent. Un profil d'hyperglycémie, d'hypoglycémie qui est complètement différent. C'est ça ce qui a bouleversé et qui a poussé les experts à mettre en évidence d'autres paramètres justement pour évaluer le vrai état d'équilibre glycémique chez le patient diabétique. On le voit très bien, ces deux patients, un qui a une faible variabilité glycémique sur les 24 heures, l'autre fait des excursions glycémiques durant la journée. Voilà, 3 patients avec le même taux d'hémoglobine glyquée, mais on voit très très bien que le coefficient de variabilité peut être très différent d'un patient à un autre. Donc là, ces études ont prouvé qu'il n'y a aucune corrélation entre la variabilité glycémique et le taux d'hémoglobine glyquée. Donc ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que la variabilité glycémique? On arrive au vif du sujet. Elle est définie comme la mesure des fluctuations du glucose ou d'autres paramètres de l'homéostasie glucidique pendant un intervalle de temps donné. Cet intervalle, il peut être court comme il peut être long. Pour la variabilité glycémique au long terme, on la connaît, c'est l'hémoglobine glyquée. C'est une variabilité de l'homéostasie glucidique sur un intervalle qui est très lent au bout de 3 mois. On a la variabilité glycémique à court terme. On peut avoir un petit aperçu sur la variabilité glycémique déjà grâce à l'automesure, à l'autosurveillance glycémique.
on peut demander aux patients des profils glycémiques discontinus journaliers à travers laquelle on pourra constater est-ce qu'il y a des problèmes d'hypo ou d'hyper. Et l'idéal, c'est d'avoir un enregistrement glycémique continu, c'est le CGM. C'est très ingénieux. C'est un petit appareil, c'est un petit outil qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 288 déterminations glycémiques par jour. Il va enregistrer toutes les excursions glycémiques ascendantes et descendantes et il va nous donner beaucoup de renseignements. On va le voir par la suite. On a bien sûr deux sous-groupes, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non seulement on a une variabilité glycémique intrajournalière, c'est-à-dire durant la journée, mais on a aussi une variabilité glycémique interjournalière entre les différentes journées. Donc, il y a différentes formules justement pour calculer ce coefficient de variabilité. C'est vrai que l'idéal, si on a le CGM, lui, va mesurer, va vous donner toutes les informations que vous voulez et il va calculer le coefficient de variabilité. Maintenant, si on n'a pas le CGM, on a quand même une technique qui est très facile. Il suffit de demander aux patients de faire 7 mesures par jour, une autosurveillance glycémique grâce au dextro et je vais vous montrer comment calculer à travers on a une technique et pour calculer le coefficient de variabilité. Donc voilà, on a plusieurs euh, façons de calculer la variabilité glycémique. On a le coefficient de variabilité, c'est lui le plus simple à calculer et le plus validé. Si on veut calculer aussi la variabilité glycémique, on a une autre technique, c'est le MAGE. Et pour le MOOD, il est utilisé pour calculer la variabilité interjournalière. Vous allez voir qu'on a plusieurs formules et on a plusieurs techniques. C'est pour vous dire que ça ne va pas s'arrêter, cette histoire de variabilité glycémique, et il y aura beaucoup de choses qu'on va mettre en place pour justement apprécier cette variabilité glycémique. Donc voilà, cette variabilité glycémique, on va voir la formule. Je reviens vers la façon ou la formule plus simple pour mesurer la variabilité glycémique. C'est cette formule qui est simple, c'est la déviation standard sur la moyenne glycémique fois 100. Qu'est-ce que c'est que la déviation standard? C'est justement, si on voit bien les variations glycémiques au cours de la journée, on va essayer de calculer l'écart type. C'est ça, ça correspond à la déviation standard avec la moyenne des 7 glycémies dans la journée. Et voilà la formule simple qu'on peut calculer et avoir un petit aperçu sur le coefficient de variabilité. C'est sûr, si on a le CGM, il est simple. C'est lui qui va calculer le coefficient de variabilité et il va vous donner tous les renseignements nécessaires et utiles pour la surveillance. Donc voilà la déviation standard. Moi, je vous ai montré une technique très simple. C'est calculer l'écart type, c'est-à-dire le degré de variation des glycémies durant la journée sur la moyenne des glycémies fois 100 et vous avez votre coefficient de variabilité. Voilà, vous pouvez le calculer. Vous avez vu, il y a plusieurs formules. Il y a le MAGE. Le MAGE, il est réservé pour calculer la variabilité toujours intrajournalière. Il y a le MOOD qui est utilisé pour calculer la variabilité interjournalière. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas cités, il y en a plein. Donc voilà, le coefficient de la variabilité est devenu quelque chose de très important hein, pour mesurer justement cette variabilité glycémique. Les guidelines, depuis 2019, dans les essais thérapeutiques chez les patients, on utilise maintenant le CGM et on donne des recommandations en fonction du coefficient de variabilité et du time in range. Donc, ils mentionnent clairement sur leur papier que le coefficient de variabilité est utilisé comme une mesure privilégiée de la variabilité glycémique. Et on a défini une moyenne pour avoir un meilleur contrôle glycémique stable.
il faut avoir un coefficient de variabilité inférieur ou égal à 36%. C'est ce qui est considéré comme cible appropriée pour avoir un diabète stable. Comment on a défini ce pourcentage? Ce sont les travaux de nombreux experts, ce sont les travaux de Monnier qui a défini un diabète stable à partir d'un coefficient de variabilité de inférieur ou égal à 36%. Au-delà de 36%, c'est un diabète qui est déséquilibré. Donc, il faut absolument s'acharner ou à mieux réguler le patient, à mettre une thérapeutique adaptée pour justement obtenir un coefficient de variabilité de moins de 36%. Pourquoi on parle de coefficient de variabilité de moins de 36%? Parce que tout coefficient de variabilité supérieur à 36% est associé de manière significative à des complications, surtout à l'hypoglycémie chez les personnes diabétiques de type 1 et de type 2. Donc, plus on a le coefficient de variabilité augmenté, plus il y a le risque d'hypoglycémie. Donc, il faut absolument avoir un coefficient de variabilité de moins de 36%. Et qui dit hypoglycémie, c'est un événement très grave. Il peut avoir un impact très négatif sur l'autogestion des patients diabétiques. Donc voilà, le MAGE et le MOOD aussi peuvent être utilisés pour apprécier la variabilité intrajournalière et interjournalière, mais ce qui est recommandé le plus, c'est le coefficient de variabilité. Voilà la formule du MAGE et comment calculer la variabilité interjournalière grâce à la formule du MOOD. Donc, on voit très très bien qu'il y a trois techniques de mesure qui sont les plus utilisées, mais c'est surtout le coefficient de variabilité grâce au calcul de la déviation standard, et il y a le MAGE et il y a le MOOD pour la variabilité interjournalière. Donc voilà les recommandations, les guidelines, qu'est-ce qu'elles préconisent depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles préconisent un coefficient de variabilité inférieur ou égal à 36% c'est ça l'objectif pour définir un meilleur équilibre glycémique, et le coefficient de variabilité doit être considéré comme la principale mesure de cette variabilité glycémique. Il y a un autre paramètre. Vous avez sûrement entendu parler du tir ou du time in range. C'est justement le temps passé dans la cible. Qu'est-ce qu'il représente? Le pourcentage de temps sur une période de 24 heures pendant laquelle le patient va présenter une glycémie cible, c'est-à-dire habituellement localisée entre 0,7 et 1,80 g. Et quel est ce pourcentage? Ce pourcentage doit être fixé chez un patient diabétique au-delà de 70%. C'est essentiel pour le patient pour essayer de réduire au maximum le risque de complications microvasculaires et macrovasculaires chez le patient diabétique. Donc, on doit avoir un tir supérieur à 70%. Parce que si vous remarquez sur ces deux études, plus le tir est diminué et plus le risque de complications micro et macrovasculaires est augmenté. Donc, on doit absolument augmenter ce timing range chez nos patients. Voilà, c'est la cible. Elle doit être supérieure à 70%. Il doit passer plus de 70% de son temps sur les 24 heures entre 0,7 et 1,80 g. Si on a un timing range supérieur à 70%, cela correspond pratiquement à un taux d'hémoglobine glyquée à 7. Par contre, plus il diminue, s'il est à 50, probablement ça correspond à un taux d'hémoglobine glyquée à 8. Donc vous voyez, il faut absolument s'acharner à faire baisser le coefficient de variabilité et à faire augmenter le time in range. Voilà les deux recommandations: diminuer le coefficient de variabilité inférieur ou égal à 36% et augmenter votre tir supérieur à 70%. C'est ça ce qui va vous permettre d'assurer un meilleur équilibre tout en évitant les hypoglycémies et tout en retardant au maximum l'installation des complications micro et macrovasculaires. Donc voilà ce que vous devez réaliser.
c'est le concept, c'est tout un concept qui a été mis en place par Monnier. C'est le concept du triumvirat, c'est-à-dire avoir trois objectifs: un taux d'hémoglobine glyquée moins de 7%, un coefficient de variabilité de moins 36%, tout en évitant les hypoglycémies. Éviter les hypoglycémies. Dès qu'on a une glycémie à 0,7, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est des hypoglycémies qu'il faudra éviter chez le patient. Je pense que c'est le temps. It's time to move on. Passer de l'hémoglobine glyquée et plutôt parler aujourd'hui de coefficient de variabilité et de time in range. Et c'est ça l'innovation dans le diabète actuellement. On a compris qu'il y a d'autres paramètres qu'il faudra régler en dehors de l'équilibre, en dehors de l'hyperglycémie. Il y a aussi cette variabilité glycémique qu'il faudra régler. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le concept de comment on a pensé à la variabilité glycémique, justement grâce à la mesure continue du glucose. C'est ça ce qui nous a permis de voir le profil glycémique des patients. Les technologies en matière de traitement du diabète ont connu une évolution spectaculaire. Depuis le premier glucomètre qui a été mis en place en 1971, le premier capteur en 1999, et puis il y a eu, depuis les années 2000, une révolution quant au dispositif d'autocontrôle glycémique jusqu'au jour d'aujourd'hui où il y a le CGM. Et même avec le CGM, on a de jour en jour plusieurs révolutions dans les CGM. Donc, c'est quoi le CGM? Voilà, c'est un petit outil qui va nous permettre de faire une mesure continue de la glycémie. Voilà, on a aussi les pompes à insuline. L'association des deux, c'est elle qui définit un véritable pancréas artificiel. C'est lui qui va assurer cet autocontrôle. Le CGM, c'est la mesure continue du glucose. Le principe est très simple, c'est d'essayer de mesurer de façon continue la glycémie ou le glucose au niveau du tissu interstitiel. On le voit ici très très bien et ça reflète la glycémie capillaire. Avec le CGM, on peut avoir jusqu'à 288 mesures par jour. Vous imaginez, c'est très ingénieux. C'est tout ça se fait grâce à un capteur qui est placé au niveau du tissu sous-cutané. On le voit très très bien sur cette image. C'est un système qui est un dispositif qui est très très simple. On a un capteur transcutané que le malade va le fixer lui-même sur son bras. Il va le remplacer tous les 14 jours. Bien sûr, il y a plusieurs dispositifs, mais la majorité, c'est 14 jours. Mais vous allez trouver, il y a des dispositifs de 7 jours, de 10 jours. Donc, il va le remplacer tous les 14 jours. C'est lui qui va détecter et mesurer la glycémie au niveau du tissu interstitiel. Il y a un transmetteur qui va communiquer le signal électrique du capteur au récepteur. Et bien sûr, ce récepteur, avec un simple scan sur le bras, il va recevoir le signal et il va afficher les données. Ce récepteur, ça peut être un simple lecteur de glycémie adapté ou bien sûr tout simplement votre smartphone ou lorsqu'il est connecté à une pompe à insuline, c'est la pompe à insuline. Donc vous voyez, c'est un système qui est très très simple et qui est très facile de faire la différence. Il y a le CGM professionnel qui est utilisé dans les essais cliniques et ce que le malade utilise, c'est un CGM qui est personnel. Il va mesurer les glycémies toutes les 10 secondes au niveau du liquide interstitiel et il va vous permettre une mesure continue et le malade peut avoir des informations en temps réel. Il suffit qu'il scanne le lecteur et il a son information par rapport à la glycémie au temps zéro. Et ils sont aussi dotés d'un système d'alerte qui dit alerte, c'est-à-dire qu'on peut le régler devant toute hypoglycémie, il va mettre une sonnerie et il va avertir le patient. Devant toute hyperglycémie menaçante, il va avertir le patient. Donc c'est très ingénieux. Ce CGM, il est préconisé bien sûr
en première intention chez les patients diabétiques de type 1, mais aussi les patients diabétiques de type 2, insulino-requérants, chez lesquels on a mis en route une insulinothérapie. Donc voilà les avantages de ce CGM. Au lieu de se faire piquer plusieurs fois par jour pour l'autosurveillance glycémique, il suffit de scanner. Vous voyez, c'est très facile. Le patient peut scanner et sur son lecteur, il aura toutes les informations, voilà, nécessaires pour avoir des informations en temps réel. Voilà ce que vous pouvez avoir comme information sur l'écran de votre capteur. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a une courbe qui va vous démontrer le taux de glucose sur plusieurs jours. Voilà la courbe. Et ce que vous voyez en bleu, c'est le tir, c'est votre time in range. Ce sont les intervalles que vous définissez sur votre capteur, c'est-à-dire entre 0,7 et 1,80, bien sûr en fonction du profil patient. Maintenant, on sait que toutes nos décisions doivent être prises en fonction du profil patient. D'accord? Donc voilà, elle va vous donner la courbe de la glycémie. Il y a des flèches tendance. Soit vous avez des flèches tendance vers le haut, c'est-à-dire il y a une tendance à l'hyperglycémie. Soit vous allez avoir des flèches vers le bas, vous allez avoir une tendance à l'hypoglycémie. Quand vous voyez en haut, il y a des systèmes d'alarme. Elles peuvent avertir l'utilisateur soit d'une hypoglycémie surtout et d'une hyperglycémie. Et aussi, c'est un capteur à travers lequel on peut faire un partage de données. Vous imaginez, vous avez un enfant diabétique de type 1, vous lui mettez le capteur et vous pouvez partager tous les renseignements de votre enfant. Vous pouvez savoir à n'importe quel moment est-ce qu'il fait de l'hypo, de l'hyper, donc vous pouvez le surveiller à tout moment. Donc c'est très ingénieux et vous pouvez partager aussi les données avec votre médecin et pour qu'il puisse prendre des décisions en ce qui concerne la thérapeutique du patient. Voilà le type d'information qu'on peut collecter à travers le CGM. Donc, vous voyez, on a un tracé. On va essayer de décortiquer chaque compartiment des informations qu'on recueille sur le CGM. Donc, on va prendre la première partie. Tout d'abord, on va voir est-ce que l'interprétation de ce CGM, elle est correcte ou pas. On a dit tout à l'heure que c'est un capteur qui se met sur les 14 jours. Donc, on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est 2 semaines. Donc, c'est 14 jours. C'est un enregistrement sur 14 jours, donc il est validé. Deuxième partie, donc on voit très très bien notre time in range. Voilà, c'est entre 0,7 et 1,80. Donc on voit très très bien l'ensemble de l'enregistrement, d'accord, sur les 14 jours. Voilà comment interpréter. Voilà votre time in range. Voilà, c'est mentionné en haut, time in range. Voilà entre 0,7 et 1,80. Si vous remarquez chez le patient, il est à 46%. Donc, vous devinez que c'est un time in range qui est de moins de 70%. C'est mauvais. Voilà le taux d'hyperglycémie, soit d'hyperglycémie modérée ou d'hyperglycémie sévère. Le patient, il est à 44%. Or, il doit avoir des taux d'hyperglycémie de moins de 25%. Donc, vous voyez, c'est très simple à interpréter et c'est très simple à expliquer aux patients pour qu'ils puissent être observants et comprendre quels sont les éléments positifs et quels sont les éléments négatifs. L'hypoglycémie sévère, voilà, il y a l'hypoglycémie de moins de 70 et il y a l'hypoglycémie très sévère, inférieure à 0,54. Il faut que la totale doit être inférieure à 4%. Or, on a un patient qui fait pratiquement 10% d'hypoglycémie, donc c'est mauvais. Le CGM vous donne aussi la glycémie moyenne. On voit bien qu'elle est à 1,75. Il vous donne aussi le taux d'hémoglobine glyquée qui est de 7,5. Et il vous donne le fameux coefficient de variabilité qui est estimé à 45,5. Donc, ça sous-entend
qu'il est supérieur à 35%. Donc, il a une variabilité glycémique qui est il doit être inférieur à 36%. On voit bien qu'il est à 45,5. Donc, on voit bien que la variabilité glycémique, elle est très importante. Donc, c'est pour ça qu'on explique cette fameuse différence entre des patients qui ont le même taux d'hémoglobine glyquée, mais avoir un coefficient de variabilité qui est différent et un time in range qui est complètement différent. Donc, on peut, voilà, c'est des patients qui ont un taux d'hémoglobine glyquée qui est identique, 8,4, 8,4, mais ils ont deux profils différents. Même chose en bas, 7%, 7,3, mais ils ont des profils glycémiques, de variabilité glycémique qui est tout à fait différent. Voilà ce que proposent les guidelines et les recommandations. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cité entre 0,7 et 1,80, mais ça dépend le profil de votre patient. Est-ce que c'est un patient à haut risque? Est-ce que c'est une femme enceinte? Donc, il y a des recommandations en fonction de chaque profil patient à respecter. Voilà le time in range pour le diabète de type 1 et de type 2, généralement, il est à 70%. Pour le diabète de type 1 et de type 2, sujet âgé à haut risque cardiovasculaire, le time in range, vous voyez bien qu'il est réduit à 50%. La femme enceinte diabétique de type 1, c'est 70%. Et bien sûr, la diabétique de type 2 enceinte avec diabète gestationnel, c'est encore plus important, son time in range. On voit très bien que l'utilisation de ces capteurs de glycémie en continu, de ces CGM, elle augmente d'une année à une autre. Leur utilisation est devenue de plus en plus importante et on voit très bien qu'elles sont utilisées non seulement, bien sûr, au départ, ce sont les enfants, mais maintenant, on voit que c'est à tout âge. Même les sujets âgés, on utilise le CGM, c'est chez des sujets âgés. Le bénéfice et l'utilité de ces systèmes de surveillance du glucose, ils sont reconnus par les organisations mondiales de plusieurs pays pour les individus qui nécessitent une insulinothérapie ou bien c'est des patients qui sont à haut risque d'hypoglycémie. Seulement, les besoins et les cibles glycémiques sont différents, c'est en fonction du profil patient. Donc voilà, ces enregistrements, ils ont aussi une visée thérapeutique. L'utilisation régulière du CGM, ça va permettre aux patients de faire très attention et de cette façon, ça améliore le taux d'hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%. Elle réduit significativement la durée et la fréquence des hypoglycémies. Vous avez vu qu'il y a des systèmes d'alarme qui vont avertir le patient. Il y a la flèche de tendance à l'hypoglycémie. Donc, elle va avertir le patient et c'est comme ça qu'on va réduire significativement la fréquence et la durée des hypoglycémies. Elle va aussi limiter le temps en hyperglycémie. Il y a aussi des alarmes pour l'hyperglycémie. Et c'est de cette façon-là que ça va réduire les complications aiguës, le nombre d'hospitalisations chez les patients qui sont sous insuline. Donc voilà, c'est un système, c'est un nouveau dispositif qui nécessite une éducation thérapeutique. On doit expliquer au patient, le patient doit recevoir une formation adéquate sur son utilisation, mais aussi sur l'interprétation des informations, aussi bien le patient, mais aussi le personnel médical. On doit apprendre à interpréter et on doit apprendre à mettre ces dispositifs pour qu'on puisse être à jour, pour qu'on puisse avoir de meilleures informations pour la gestion du patient diabétique. Et puis, il doit y avoir aussi une acceptation de la part du patient. On doit expliquer au patient parce qu'il doit porter au minimum 2 semaines ce capteur pour qu'on puisse avoir des données de glycémie afin que celle-ci, elle reflète bien son contrôle glycémique réel. Donc, c'est comme ça qu'on doit expliquer aux patients. Voilà les CGM qui sont disponibles ailleurs. C'est vrai que chez nous, il y avait beaucoup plus le freestyle qu'on le ramenait d'ailleurs. On sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas remboursé et c'est coûteux. Un freestyle libre,
Il faut le lecteur, il est à 59 euros, il faut 2 capteurs par mois. Chaque capteur tient 14 jours, ça coûte pratiquement 59 euros les deux. Et il faut aussi un kit de démarrage avec un applicateur. C'est l'applicateur qui vous permet de placer le capteur au niveau du bras. Donc, vous voyez que le tout, ça fait 170 euros. Et les capteurs, vous devez les acheter tous les mois. C'est quelque chose qui est très coûteux, hein, et qui n'est pas malheureusement remboursable. Voilà ce qui est disponible en Algérie aujourd'hui. Il y a le laboratoire Salin qui a mis en place le premier CGM en Algérie. En Algérie, c'est le Sibionic et il y aura bientôt la pompe à insuline des laboratoires Salem. Bien sûr, c'est pas remboursable par la sécurité sociale. On attend, j'espère que ça va se régler, du moins pour les patients diabétiques de type 1 et surtout les enfants. Donc, je disais que le seul CGM disponible ici en Algérie, c'est celui du laboratoire Salem. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que le problème de remboursement va se régler. Juste un petit mot par rapport à la pompe à insuline. C'est important de comprendre le mécanisme de la pompe à insuline. C'est de l'insuline qui est propulsée dans le tissu sous-cutané grâce à la compression du réservoir. On n'a pas besoin de piquer, c'est ça l'objectif, c'est d'éviter toujours de piquer le patient. Et bien sûr, le réservoir sera remplacé par le patient de façon régulière. On a des pompes avec cathé, on a des pompes sans cathé, c'est sous forme de patch. Et bien sûr, on a des pompes qui sont couplées et qui sont connectées à des CGM. Et c'est ce qui constitue un véritable pancréas artificiel. Donc voilà ce que je disais, il y a toujours un réservoir à changer. Soit il y a un cathéter qui va lier, soit c'est une pompe à insuline sous forme de patch qu'on va placer. Voilà, c'est sous forme de patch qu'on va placer. L'insuline va diffuser grâce à une canule qui va pénétrer. Ici, il y a une aiguille qui va pénétrer et qu'on pourra contrôler en externe. Et le pancréas artificiel, c'est une pompe à insuline qui sera connectée à un CGM. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Ça va permettre un meilleur contrôle glycémique. Le malade va se piquer une seule piqûre tous les 3 jours au lieu de 4 fois par jour. Ça va lui assurer une très grande souplesse par rapport aux horaires des repas, une meilleure gestion des activités physiques prévues et imprévues, un meilleur calcul du taux ou du nombre de calories par rapport au repas. Il va faire moins d'hypoglycémie sévère, il y aura une plus grande liberté, surtout pour nos enfants et nos adolescents, et c'est ce qui va permettre une meilleure qualité de vie pour nos patients. Bien sûr, les inconvénients, chaque chose a des inconvénients. Pour la pompe à insuline, il faut apprendre à vérifier tout ce matériel. On peut avoir une tubulure pliée, bloquée, une pompe déplacée, une pile épuisée. Donc, c'est tout ça qu'il faut éduquer aux patients pour assurer un meilleur contrôle. Les indications, ce sont tous nos patients diabétiques de type 1 qui sont sous insulinothérapie intensive. Aussi, les diabètes difficiles à équilibrer. Je pense que c'est ça votre question. Vous préconisez ce CGM chez qui? L'idéal des patients sous insuline intensive, qu'ils soient de type 1, de type 2, des diabètes difficiles à équilibrer malgré les 4 injections par jour, et une bonne adaptation des doses. Les patients qui font des problèmes d'hypoglycémie sévère, des patients qui ont un train de vie qui est très particulier, des sportifs, des travaux qui sont très durs, des patients avec besoin en insuline très réduit, surtout les enfants et les nourrissons. Et bien sûr, les contre-indications, ce sont tous les troubles du comportement et les infections cutanées qui peuvent poser problème par rapport à la pose de tout ce matériel. Donc, c'est vrai que malgré leur bienfait qui a été démontré de tous ces outils et ces nouvelles technologies, malheureusement, elles ne sont pas toujours accessibles à tous et principalement à cause de leur coût et bien sûr la politique du remboursement. Tout cela, ces progrès nécessitent une bonne éducation thérapeutique des patients et la formation du personnel soignant. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. C'est pour qu'on puisse expliquer et former le personnel soignant aussi et leur expliquer comment est-ce que ça existe,
comment on peut l'utiliser et comment on peut l'interpréter. Parce qu'il y a certains patients à qui on doit proposer justement ces dispositifs. Donc aujourd'hui, on a bien compris que ce nouveau concept de la variabilité glycémique, il fait partie intégrante de l'homéostasie du glucose. C'est un marqueur très important, indépendant de mortalité et toute variabilité glycémique importante va forcément augmenter la mortalité et les complications micro et macrovasculaires. On a appris, en dehors de l'hémoglobine glyquée, on a deux nouveaux marqueurs très importants pour assurer l'équilibre du diabète. Un coefficient de variabilité de moins de 36%, il faut s'acharner à le rabaisser et on a un tir qui doit être, un time in range qui doit être supérieur à 70%. Donc, il faut s'acharner à augmenter le maximum de temps passé dans la cible. Donc, actuellement, non seulement on a de nouveaux outils, mais on a aussi de nouvelles thérapeutiques pharmacologiques qui ont des impacts justement sur la variabilité glycémique, surtout chez le patient diabétique de type 2. Je citerai à titre d'exemple les insulines de deuxième génération. Donc là, c'est très bénéfique pour le patient et ça va améliorer la prise en charge du patient et le contrôle de notre patient diabétique et on pourra atteindre les objectifs, je pense, de cette façon. Sur ce, merci. Je laisse le débat ouvert et je reste à votre entière disposition pour vos questions. Je pense que vous avez posé une question. Quand est-ce qu'il faut le prescrire? C'est ça? Non, ma question était autre. Ma question, je suis Laquelle? un médecin généraliste qui est très loin, qui n'a pas l'occasion ni le bénéfice de se retrouver avec vous à Ruiba. Oui. Moi, je suis un médecin dont un patient me parle de ce système et qui me dit je pourrais me procurer le smartphone, je pourrais l'utiliser. Est-ce qu'on peut faire cet exercice, c'est-à-dire utiliser cet appareil? Qu'est-ce Je pense que... que, je pense que tout à l'heure, en citant je vous ai démontré quelles sont les techniques ou les formules à travers laquelle vous pouvez apprécier le coefficient de variabilité. Même si je n'ai pas le CGM, je peux à travers l'autosurveillance glycémique avoir une mesure dans la journée. Je calcule ma glycémie moyenne, je Quelle est calcule la fréquence de l'autosurveillance? 7 prises. Cette Les, prise. glycémie à jeun et glycémie, toujours glycémie à jeun, glycémie postprandiale et une le soir à 22 heures. Donc, vous avez 7 glycémies par jour, vous prenez la moyenne, vous calculez l'écart type et l'écart, c'est-à-dire qu'il varie entre quoi et quoi, c'est ça ce qui veut, qui correspond à la déviation standard. Donc, déviation standard sur la moyenne des glycémies à jeun fois 100, vous pouvez avoir votre coefficient de variabilité. Ah, Vous pouvez aussi demander aux patients, quand on reçoit les patients, il faut toujours demander, vous faites des hypoglycémies. On a tendance à se mettre en objectif que le taux d'hémoglobine glyquée. Mais non, vous pouvez recevoir un patient avec un taux d'hémoglobine glyquée à la cible avec 6%, mais s'il vous rapporte la notion d'hypoglycémie, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est plus comme avant, n'est-ce pas, Madame Gouguin? Quand on oui, je reçoit des sais. patients diabétiques, ah, quand on voit un taux d'hémoglobine glyquée à 6, on est tout content. Oui, vous êtes très bien, vous êtes équilibré. Mais si jamais il peut ne pas vous en parler par rapport aux hypoglycémies, il va se dire que c'est tout à fait normal que je fasse des hypos. Mais si c'est des hypos et des hyper répétitifs dans la journée ou entre les journées, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ça va nuire à son état d'équilibre et ça peut provoquer des complications micro et macrovasculaires. C'est comme ça que les gens se sont rendus compte il y a des gens diabétiques qui sont à la cible et pourtant ils ont fait des complications. Ça a commencé comme ça, les travaux sur la variabilité glycémique. C'est des patients qui ont eu des problèmes de rétinopathie diabétique avec des taux d'hémoglobine cible. C'est d'où l'idée de faire cette mesure continue de la glycémie. Ils ont vu que c'est des patients qui faisaient beaucoup de variabilité glycémique. D'accord? Donc, Ouais, c'est pas parce que j'ai pas le CGM que je ne ouais. peux rechercher s'il y a ou il n'y a pas la variabilité glycémique. Bien Vous sûr, avez, vous avez l'idée- une bonne question, hein? oui, Est-ce que bien vous sûr, pouvez... quand Comment? le malade a les moyens. Malheureusement, c'est pas remboursé, C'est mais pas, voilà.
a les moyens et parfois quand la situation elle est critique, parce qu'il faut pas se dire que si je place le CGM, ça va être définitif. Ça peut être transitoire. Moi, une femme enceinte qui fait beaucoup d'hypoglycémie, moi, je préfère lui préconiser de placer un CGM durant la période de la grossesse. Je préfère qu'elle paye pour qu'elle puisse s'auto-contrôler de façon assez régulière et éviter tous les événements d'hypoglycémie, surtout la femme enceinte et d'hyperglycémie. Vous comprenez à peu près Ensuite, est-ce que vous pouvez revenir sur il le coûte calcul combien, de l'écart type? il coûte combien le CGM du laboratoire Salem? Moi, je pense que quand vous allez, j'ai pas le droit de divulguer le prix, Oui, mais, oui, vous pouvez contacter le délégué, elle va vous donner tous les exactement. renseignements nécessaires. Je peux même donner le numéro à Madame Gougen. Elle pourra vous transmettre après pour avoir plus de renseignements. Dites-moi, pour le calcul de l'écart type, parce que c'est de cette question découlent plusieurs Euh, questions. euh, Madame Gougen, il y a quelqu'un qui a mis CGM, oui, je le fais pour mes malades, 7 prises par jour. Très Hmm. bien. C'est comme ça, même si on n'a pas les moyens, mais on peut quand même détecter cette variabilité glycémique chez nos patients. Est-ce que vous pouvez revenir sur le calcul de l'écart type? Je viens de le réexpliquer Oui. maintenant, c'est-à-dire c'est la variation de la glycémie dans la journée. C'est-à-dire, vous avez un malade, c'est sa glycémie, elle augmente et elle diminue de 0,5 grammes par litre. C'est ça l'écart type. Vous avez un malade qui varie entre telle valeur et telle valeur. Et ensuite, vous calculez la glycémie moyenne et vous avez la formule, elle est très simple. Vous pouvez avoir votre coefficient de variabilité. Voilà. D'autres questions. Quelle est la limite de l'usage de la pompe à insuline et quel est son coût? Ça a un coût malheureusement et c'est pas remboursable. La première pompe à insuline, elle va bientôt avoir le jour avec toujours le même laboratoire. Vous dites la limite de l'usage de la pompe. Je vous ai démontré à travers l'étude qui a démontré déjà l'utilisation de ces nouveaux outils, que ça n'a pas d'âge, hein, de limite d'âge, hein. Si j'ai un sujet âgé, au contraire, vous avez un sujet âgé qui fait beaucoup de problèmes d'hypoglycémie et que vous mettez sous insuline. Moi, je pense que c'est le patient idéal pour le CGM, hein. Voilà, comment s'il vous plaît, voilà, je viens de l'expliquer, les quartiers, aussi le cycle glycémique. Oui, même le cycle glycémique, hein. L'autosurveillance, moi, je le demande à chaque fois pour mes malades diabétiques. Je leur dis, c'est vrai que, ils peuvent pas me faire un long cycle glycémique, mais je leur dis au moins 3 jours avant la consultation, faites l'effort. Faites au moins l'effort de me faire au moins les 7 prises quotidiennes. Bon, ça dépend du nombre d'injections du patient, ça dépend quel type de diabète, mais je le demande aux patients de façon systématique. Faites-moi un cycle glycémique. Il n'y a pas mieux, hein. Le CGM, soi-disant, il fait combien? Le CGM, disons local, il fait combien et quand est-ce que le remboursement? Malheureusement, je ne peux pas divulguer le prix. Quand est-ce que le remboursement? Aucune idée. C'est pas encore. C'est à vous de faire une petite recherche. Vous avez des Oui, délégués qui oui, arrivent chez vous oui, beaucoup plus je que peux chez nous avoir des et vous informations, essayez de voir avec eux. mais, Vous avez mais le nom, oui, euh, oui, j'ai le dernier, Sidonie. mon dernier entretien avec le laboratoire, je vais dire il y a 15 jours. Il y a la pompe à insuline qui va arriver bientôt et le remboursement, il est en cours d'étude. Mais c'est pas encore fixe. D'accord? Pourquoi nos autorités sanitaires ne nous écoutent pas sur cette Vous prévention? sautez cette question parce que je ne vois pas comment vous allez répondre à cette question. Je l'ai vu. Quelle est la Instant. solution pour des variabilités glycémiques fréquentes? Justement, c'est quand on a un malade qu'on n'arrive pas à gérer, on le met on double le nombre d'injections, on triple, on augmente la dose, on n'y arrive pas, eh ben, le CGM va peut-être vous donner beaucoup d'informations. D'accord? Et puis actuellement,
Je vous ai dit, on a des thérapeutiques. Il y a des nouvelles thérapeutiques. Il y a les insulines, par exemple, de nouvelle génération. Il y a la Degludec, il y a la Glargine U300 qui vont bientôt être disponibles sur le marché. euh, ils ont un impact très important sur la variabilité glycémique. C'est des insulines qui miment vraiment la sécrétion physiologique du patient et qui peuvent régler justement ce problème de variabilité glycémique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. 7 fois par jour sur combien de jours? Minimum, bon, pour calculer le coefficient, c'est sur 24 heures. C'est la variabilité intrajournalière. Qu'est-ce qui fait que chez certains patients, la variabilité glycémique soit élevée alors que chez d'autres patients, elle est normale? Justement, c'est des profils patients. On pensait que deux patients avec le même taux d'hémoglobine glyquée, c'est la même chose, mais on s'est rendu compte qu'on peut avoir un patient avec un taux d'hémoglobine glyquée à 6, il va faire sa rétinopathie diabétique, et l'autre, il ne va pas faire sa rétinopathie diabétique. Donc, il y a des patients qui ont ce problème justement de variabilité glycémique. Oui, et les autres antidiabétiques, les nouveaux antidiabétiques oraux, oui, peuvent avoir un effet sur la variabilité glycémique. Oui, notamment les antagonistes GLP-1, ils ont un impact sur la variabilité glycémique. Vous me posez la question, quelle est la solution pour la variabilité? Attention, il faut toujours un bon interrogatoire. C'est pour ça que je reviens toujours à l'éducation thérapeutique. Un patient sous insuline, c'est un patient qu'on doit éduquer. On doit voir est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il ne fait pas d'activité physique. C'est toute une éducation. C'est-à-dire, si le malade fait des hypoglycémies, il faut d'abord trouver des explications. S'il n'y a pas d'explication, voilà si on pense à la variabilité glycémique. Voilà, j'ai répondu sur cette question. On a posé la question combien de temps de retard entre la glycémie capillaire et interstitielle par CGM. Il n'y a pas beaucoup de temps de retard, hein, d'accord? C'est pour ça que vraiment ça correspond, elle reflète la glycémie capillaire avec perfection mieux que le dextro. Là, on me présente un cas, une jeune patiente de 20 ans présente une grande variabilité avec beaucoup d'hypoglycémie diabète type 1, même sans insuline, avec altération du capital veineux pour remplissage par sérum glucosé qui vit vraiment une complication du diabète. Elle a le CGM. Que peut être la cause de ce déséquilibre? Là, il faut voir quelles sont les causes aussi d'hypoglycémie chez une patiente diabétique de type 1 sous insuline. Elle a son diabète qui évolue depuis quand? Parce que là aussi, il faut rechercher les autres causes d'hypoglycémie. Ça peut être les lésions de lipodystrophie, les anti-insuline, la gastroparésie. Là, il faut aussi rechercher les autres causes. Il ne faut pas mettre d'emblée l'hypoglycémie sur la variabilité glycémique. Je pense que j'ai répondu sur toutes les questions, Madame Gougan. Oulala, moi j'aurais aimé, Yanni, c'est de ma faute, hein, qu'il y ait un cas clinique. Ah oui, Vraiment, parce que les gens, on a tendance à faire des gestes, etc., mais tout ce mais c'est pas qui grave, sort de Madame. l'ordinaire, on essaye de s'imaginer de